Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonsoir et bienvenue dans ce 8e épisode de l'année, last épisode de l'année. Salut Max. Salut. On est super content de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode qu'on a sobrement intitulé Jingle Bells, parce que c'est un peu le dernier épisode de l'année. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, voilà, c'est ce moment de Noël qu'on attend tous. Alors, Noël, ça commence pour certains très tôt, puisque chez Guillaume, c'est à peu près dès septembre qu'on a envie déjà de jouer les chants de Noël. Pas de chant de Noël avant le 1er novembre, c'est une règle. Ouais, bon, d'accord. Et pas de sapin avant le 1er décembre. Le matin qu'on va avoir... Ah non, ça on en parlera après. Bref, allez, l'actu de la semaine, Guillaume. Actu de la semaine, alors on va parler grève, on va parler Noël. Les grèves en France qui ont commencé le 5 décembre, donc se poursuivent de façon un peu plus sporadique, mais elles sont toujours bien là concernant la réforme des retraites. Je dois dire que c'est quand même assez cocasse que nous deux, qui habitions en Belgique, bien au chaud, dans notre petite vie, parlions des grèves que peut-être certains qui nous écoutent pas le malin, il suivent. y a grève des trains en Belgique le 19. Hein. Ouais. Puis comme j'ai vraiment prévu de prendre le train le 19, oui, mais on pense bien quand me même, servir. Hein. On pense quand même très fort à tous ceux qui sont dans la galère, dans les métros, surtout en région parisienne, dans le RER ou dans les métros le matin, parce que ça doit pas être simple, et on félicite tous ceux qui ont réussi et qui ont pu en tout cas trouver des alternatives. Voilà, et du coup, l'actu quand même de cette semaine passée, c'était la démission de Jean-Paul Delevoye. Après, quand même, multiples rebondissements. Et mandats. Mais on se croirait un peu en Belgique, parce qu'en Belgique, il y a aussi énormément de mandats de gens qui sont dans des conseils d'administration à droite à gauche, souvent payants, et qui cumulent. Alors, je ne sais plus où j'ai vu, mais des personnes qui cumulaient jusqu'à une centaine de mandats, parfois dans différents conseils d'administration. À chaque fois que vous faites vous partie d'un conseil d'administration, vous touchez des jetons de présence. Un jeton de présence égale X euros. Voilà, ça peut finir par devenir assez rentable à la longue. Je crois que M. Delevoye, avec ses quelques 13 mandats. Il est 13 mandats. Il était à... Je sais pas exactement. Autour de 100 000 euros par an ou quelque chose comme ça. Enfin bref, un peu plus. En tout cas, c'est rentable. Certaines personnes partent aussi de ces mandats, notamment des gros mandats de direction ou des choses comme ça, avec énormément d'argent en poche. En Belgique, récemment, il y a Stéphane Moreau qui est parti du conseil d'administration de Netis, qui est ce qu'on appelle une intercommunale. C'est une société qui gère qui sous-gère pour le compte des autorités locales, des entreprises comme vous, qui est une entreprise d'internet téléphonie, comme entreprise d'énergie, voilà. En tout cas, on note cette démission. C'est un peu dommage non pas qu'il ait démissionné, parce que ça, je pense que c'était la meilleure des choses qui lui restait à faire après les nombreuses casseroles qui sont arrivées, mais que justement, il ait oublié de déclarer ses mandats, d'autant que certains étaient bénévoles. Et j'ai vu passer la remarque sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que c'était toujours les mêmes personnes, pas toujours avec de la bienveillance, hommes et femmes politiques, pas toujours avec de la bienveillance, mais ça, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est tout et n'importe quoi. Donc d'hommes, des femmes connus, politiques, ou en tout cas déjà avec je sais pas trop comment dire ça, mais une bonne casquette politique derrière, qui font partie des conseils d'administration des sociétés, mais aussi d'associations caritatives. Et donc, du coup, c'est un peu toujours le même petit monde qui se retrouve. Et c'est un peu dommage, parce que ça laisse pas tant de place que ça à la société civile. Alors, je dirais juste pour nuancer que quand même, le fait parfois d'avoir une ou deux personnes un peu connues dans un conseil d'administration d'une association et tout ça, ça permet aussi d'aider l'association. Mais le constat a été fait que pour certaines organisations et associations, c'était exclusivement des gens qui sont... Je ne parle pas des Scouts et Guides de France, Max. On en reparlera dans un plus prochain podcast. Max et les Scouts et Guides de France.
On pourrait peut-être même parler de nous deux, les Scouts et Guides de France. Oui, surtout. Parenthèse fermée, on dira simplement, pour terminer cette parenthèse de loi, que j'ai noté là ce soir sur Twitter, que Sciences Po Lille avait annoncé que Gérald Darmanin avait démissionné de son poste d'administrateur de Sciences Po Lille il y a quelques jours, enfin ces jours-ci. Voilà, donc les rebondissements, à mon avis, ne sont pas terminés, mais effectivement, nos politiques sont quand même, voilà, bien. Et donc la question, c'était de savoir, bien sûr, savoir s'il était rémunéré pour ce mandat d'administrateur. Deuxième actu de la semaine, c'est naturellement les élections, enfin de la semaine, des 2 dernières semaines passées, c'était les élections au Royaume-Uni. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, du Brexit, dans notre rubrique Brexit. On y reviendra, mais quand même, on ne peut pas laisser passer ce moment important de démocratie, même si ça a été beaucoup décrié, et surtout qui a quand même une influence importante sur l'avenir de l'Europe. On y revient dans la rubrique Brexit ? Oui, absolument. Troisième info de notre rubrique Actu, la fin de la COP25 à Madrid, elle s'est achevée avec près de 42 heures de retard sur le délai initial, en sachant qu'elle s'est achevée sur un micro-accord de rien du tout, avec très très peu d'ambition et pas mal d'amertume, notamment des pays du Sud, qui considèrent que les pays européens n'en ont pas fait assez et leur demandent toujours, mais voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement, de faire eux les efforts, alors que les pays États-Unis, Europe et d'Asie de l'Est, qui sont plus développés, ont profité avant et obligeraient aujourd'hui, en tout cas avec ces accords, des pays en cours de développement à atteindre en gros, à se limiter dans leur développement économique. C'est ça. Let's make a parallèle. Vous voyez avec mon bel accent anglais, avec la position de la Pologne au dernier Conseil européen sur le pacte, le Green Deal. Ne me lance pas sur la Pologne. Puisque, effectivement, la Pologne a été la seule à ne pas accepter le Green Deal, considérant par les mêmes arguments qu'elle avait besoin, en fait, pour son économie, pour se développer, de pouvoir polluer. En gros, je la fais courte. Je note quand même que au moins Emmanuel Macron, je ne sais pas si d'autres ont fait la même remarque, mais ont simplement dit par cohérence, par logique, à ce moment-là, la Pologne ne bénéficiera pas des fonds du Green Deal. C'est assez logique. Si elle ne s'engage pas à respecter les engagements, à ce moment-là, elle ne bénéficie pas des fonds qui devraient permettre d'aider à respecter les engagements. C'est à mon avis... Qui soutiendra Macron dans cette... Oui, mais c'est quand même mon avis. C'est un truc qui se prend pas à l'unanimité, ça. Écoute, ça vaudrait le coup de. On va se renseigner, on vous dira dans le prochain podcast. À partir du moment où c'est une décision des chefs d'État et de gouvernement, je pense que s'il y en a un qui est pas d'accord, ça serait quand même difficile de lui opposer la logique quand même. Enfin bon, je sais pas, on verra. On va dire que c'est aussi quand même lié au fait que la Pologne est quand même contributeur au budget de l'Union européenne. Donc il y a quand même certaines choses. On fera des parallèles avec l'état de droit peut-être. On n'osera pas. Bref, voilà, c'est donc un accord décevant. Certes, la presse relève que c'est un accord malgré tout, mais que tout accord est-il un bon accord ? Voilà, c'est ça. Que malheureusement, il semblerait que nos dirigeants politiques n'ont pas pris la mesure de l'importance de lutter contre le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui reviendra régulièrement dans ce podcast. J'espère que ça ne finira pas par vous saouler, mais c'est quelque chose qui est important et qui devrait tous nous mobiliser à notre niveau, comme on l'a déjà dit la dernière fois et la fois d'avant. Voilà, fin de la rubrique Actu. On va passer à la rubrique Vie de couple. Max, de quoi est-ce qu'on va parler ? We wish you a Merry Christmas. Oui, mais qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Noël, les vacances, pour ceux qui en ont, la famille, pour ceux qui retrouvent leur famille. Noël, c'est demain et après-demain. Et donc, on espère que vous avez eu la chance de pouvoir avoir des vacances. Et pour ceux qui n'en ont pas, malheureusement, on va vous parler de nos vacances. Et notamment, pour nous qui habitons un petit peu loin, pour nous, c'est l'occasion en fin d'année de retrouver la famille, de retrouver aussi quelques amis.
et de retourner sur nos terres natales quand c'est le cas pour voilà, passer un petit moment en famille. Alors du coup, on s'est dit que on pouvait parler dans cette rubrique vie de couple des vacances en famille. Bah oui, les vacances en famille, et en famille au pluriel, parce que quand on a à Noël un rythme bien ancré, chez nous on fait une année sur deux, une année dans une famille, le jour de Noël, et la veille, le 24 et le 25, et puis l'année suivante dans l'autre. Ça oblige à certains sacrifices, ça oblige à une certaine attention au planning pour être sûr de ne pas se planter, de ne pas comment dire, de ne pas trop jouer sur les susceptibilités à droite ou à gauche. Hashtag expérience vécue. Hashtag expérience vécue. Et puis, on a la chance quand même d'avoir des familles qui sont relativement proches, en région lyonnaise et puis en Haute-Savoie. C'est vrai que nous, on fait pas... on se fait pas la diagonale du vide. Bretagne ou... voilà. On fait pas Strasbourg-Toulouse ou Nice-Quimper chaque vacances. Mais cela dit, ta sœur Max fait régulièrement Grenoble, Lorient, non Grenoble, la fin fond de la Bretagne. Voilà. Mais donc voilà pour nous. Mais il y a pas mal de vacances qui sont comme ça aussi. L'été, on passe aussi d'un endroit à l'autre. Après l'été, on a un peu plus de temps. Là, on sait que c'est pas très COP25, mais on va prendre la voiture pour descendre parce que sur un temps assez réduit, moi ayant un nombre de jours de vacances un peu réduit, pour pouvoir faire les deux, nous avons donc besoin de notre voiture. C'est vrai que c'est pas simple. Bah alors surtout, je dirais, à Noël, tu descends un peu avec tes cadeaux aussi, parce que comme tu commandes pas par Amazon, du coup, tu les mets dans la voiture et tout ça. Ah bah oui, forcément, c'est quand même... Donc ça prend de la place. Descendre en train, c'est pas forcément simple. Puis je dois dire que au vu de l'actualité sociale un peu chargée, je suis pas mécontent de ne pas avoir pris des billets de train. Parce que j'ai quand même vu un certain nombre de gens se dire que finalement, ils avaient prévu de prendre le train pour partir retrouver leur famille et que cette année, ce serait pas possible. Et bam! Et du coup, c'est vrai aussi que si on veut aller voir un peu les différentes personnes, le réseau ferroviaire n'est pas non plus forcément très simple. Ça demande une logistique assez chargée. C'est jouable, il faut juste prendre le temps. Voilà. Et parfois, malheureusement, le temps, c'est un peu ce qui nous manque. Voilà. Donc Noël, effectivement, c'est un moment où on se retrouve. Alors, il y en a qui font 24 dans une famille et 25 dans l'autre. Je dois dire que je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai impulsé la chose, parce que c'est vrai que dans la mesure où moi je suis le dernier, nous, le rythme était déjà bien établi, on va dire, de mon côté. Mais je trouve que c'est pas mal aussi de vraiment pouvoir passer Noël en profitant et pas en se disant faut que on aille se coucher tôt parce que le lendemain matin, il faut qu'on prenne la route pour aller dans l'autre famille. On pourrait, parce que finalement, nos deux familles sont globalement à 1h30 de route. Donc ce serait envisageable. Mais voilà, je trouve qu'en termes de quality time, voilà, moi je trouve que quand on n'a pas la chance de se voir très souvent, c'est sympa aussi de passer un peu de temps et de voir aussi les enfants qui grandissent, les neveux et nièces. Non. Bah ouais, mais bon, c'est vrai, on est loin et moi j'ai toujours pensé que si tu choisis d'habiter loin, et le fait d'habiter à l'étranger en particulier, c'est un choix, on va pas se le cacher, t'avais aussi des obligations de venir régulièrement et de voir la famille, quoi. Parce que si t'attends qu'ils viennent chez toi, t'es mal barré, quoi. Agreed. On est tout à fait d'accord, voilà. On passe à la deuxième partie de la rubrique vie de couple. Mais oui, allons-y, dardard. On va vous parler aujourd'hui batch cooking, planning de course et conservation. Ah ouais, alors le batch cooking, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un peu comme le binge watching, mais avec la cuisine. Ouais, c'est ça. Donc en gros, parce que tu t'ennuies pas, du coup, le week-end, tu te fais les menus de la semaine, ou en tout cas, tu prépares tes boîtes pour toute ta semaine. Chez nous, c'est plutôt le menu de la semaine. Non, c'est pas vrai. En plus, on est médisant, on finit souvent avec 2 types de boîtes différentes. Voilà. Alors en fait, effectivement, Guillaume et moi,
on n'a pas de... Enfin, moi, j'ai pas de cantine. Et Guillaume en a une, mais n'y va pas très souvent. Moi, j'y vais tous les jours, mais j'aime bien manger mes boîtes plutôt que manger la nourriture de la cantine. Qui n'est pas fondamentalement mauvaise dans l'absolu, c'est juste que voilà, quand on a le choix entre un plat fait maison et un plat fait à la cantine, moi je choisis spontanément le plat qui a été fait à la maison. Avec amour. Avec amour. Mais, et donc ça, c'est vrai que je pense qu'on est... On est aussi un peu influencé peut-être par la culture belge, parce que c'est vrai qu'ici, en Belgique, les tartines, c'est quand même un grand sujet ou une grande, une grande pratique. On va dire que dès le plus jeune âge, à l'école, un certain nombre d'enfants partent avec leur boîte à tartines. Et en fait, la tartine, c'est un sandwich pour le repas, quoi. Et c'est vrai qu'en Belgique, les gens en général mangent leurs tartines, c'est leur permet de faire un déjeuner assez court, et ça permet aussi du coup, de sortir tôt et de pas allonger les journées. Donc, c'est vrai que c'est depuis ça fait quoi, 2 ans maintenant, dans nos nouveaux boulots respectifs, 1 an et demi, qu'on a commencé à faire des boîtes pour le déjeuner. Le défi, en fait, il est de plusieurs ordres, comme Guillaume l'a dit. D'abord, il faut un peu réfléchir à ce qu'on doit cuisiner. C'est-à-dire qu'il faut prévoir des quantités, il faut prévoir des choses en plus. Souvent, le week-end, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce week-end? Non, il faut aussi dire, tiens, on va manger une viande, un poisson, ou alors on va prendre un plat végétarien. Mais du coup, il faut un peu réfléchir à ce que tu as envie de manger dans la semaine, à la fois le soir, parce qu'au départ, nous, on cuisine tous les jours notre repas. On n'achète quasiment rien de plats préparés. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment l'habitude de préparer le soir, des plats pour le soir, quoi, et le week-end. Donc là, quand tu commences à préparer des plats aussi pour la semaine, les repas de midi, pour 2 personnes, tu commences à être quand même avec un bon petit niveau. Et puis, comme disait Guillaume, l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter d'avoir un seul plat toute la semaine. Parce que honnêtement, quand le 3e jour de suite, tu manges le même repas, enfin moi, ça me gave. Donc, un peu de préparation. Bien sûr, les courses. Et puis surtout, il faut faire les boîtes. S'assurer que ce soit équilibré. Et là, Guillaume, avec ses petits trucs, 1 point de féculents et 2 points de légumes. Ce sont des conseils de diététicienne. Mais après, je encourage chacun à aller directement chez un diététicien ou une diététicienne pour avoir ses propres conseils, parce que c'est bien de faire personnaliser un peu. Voilà. Mais ça n'empêche que du coup, on a un petit truc pour être équilibré. Et puis, ne mangez pas la même quantité de viande que celle que vous avez de légumes, quoi. Non, ça va pas. Voilà, et un peu plus de légumes que de féculents. Aussi. C'est l'idée. Et puis conservation aussi, parce que ça veut dire qu'il faut quand même avoir des boîtes. Alors nous, on a des boîtes en verre avec des couvercles en plastique qui sont pas mal. Mais on a récemment fait l'acquisition de certaines boîtes supplémentaires, parce qu'en fait, on était un peu court. Et puis surtout, il faut trouver la place dans le frigo. Parce que c'est pas le tout. Mais quand tu commences à faire 5 repas x2, plus les restes de tes cours et de tes repas et tout ça. C'est pas simple. Absolument. Voilà. Mais en tout cas, alors il y a un site web sur Internet, il y a plusieurs sites web, mais j'en ai vu un au moins, où il te propose en gros des repas pour toutes tes semaines. Et donc chaque semaine, il te propose 3-4 repas. Là, on est à un niveau de préparation qui est encore plus élevé. Peut-être qu'on y viendra, mais pour l'instant, on est pas mal avec, d'une part, des restes d'un plat du week-end, et puis d'autre part, une autre chose. On met toujours des légumes pour que ce soit équilibré et un fruit. Voilà pour batch cooking. On passe à la rubrique suivante, Guillaume ? Rubrique suivante, aujourd'hui, on va vous parler de Bon Contact. Ceux qui ont vécu en Belgique connaissent ce terme et savent à quoi on se réfère. Ceux qui n'ont pas vécu en Belgique, il y a quand même peu de chances que vous connaissiez. Bon Contact, c'est un système qui existe en Belgique. C'est une carte, c'est un système qui est placé sur des cartes de débit, des cartes Maestro, qui sert un peu... C'est une sorte de Monéo. Je ne sais pas s'il aimait ça, il n'y a que les vieux de la vieille qui se souviendront. Système Monéo, mais qui a fonctionné. Alors, je dirais que c'est pas forcément... Enfin, c'est Monéo parce que
les commerçants l'acceptent tout jusqu'à petit des montant. tout petits montants. Mais ça marche pas que pour des petits montants, là où Monéo était limité jusqu'à 8 euros, un truc comme ça, 20 euros. ou 20 euros. Je dirais que c'est entre Monéo, c'est Monéo plus CB, en fait, le groupement carte bleue. Ouais. Et donc c'est un système assez pratique parce que voilà, on peut aller chercher son pain à 1 euro ou 2 euros, quelque chose comme ça, et pas prendre un œil noir de la part du vendeur parce qu'on achète quelque chose de très bas avec une carte bancaire, ce qui arrive quand même régulièrement en France quand on achète avec des hors supermarché, hypermarché, mais dans des petits commerces avec des cartes, ça coûte. Il faut reconnaître que ça coûte extrêmement cher la commission pour les vendeurs. Dans ces cas-là, il te dit simplement que tu peux pas payer avec ta carte, en fait. Mais Il y pas a un toujours. petit panneau pour te dire 15 euros, merci. Pas toujours, parfois c'est juste un œil noir. Mais je remercie ceux qui font les yeux noirs, mais qui l'acceptent quand même, parce que c'est quand même pratique. Bref, revenons-en à Bancontact. C'est donc ce super système qui permet de payer des petites sommes, qui permet aussi de payer, par exemple, via l'application de votre banque en Belgique, avec un QR code. C'est-à-dire que si le site, par exemple sur Internet, si le site Internet accepte Bancontact, et accepte les paiements via le système de QR code, il va générer un QR code pour votre paiement, un QR code spécifique. Et puis vous pourrez, au moment de payer le panier, demander à payer par Bancontact, avoir ce QR code, flasher ce QR code avec votre téléphone mobile, votre GSM comme on dit ici, et puis payer donc tout simplement via ce flash. C'est une invention en tout cas nous deux, on n'utilisait pas. On ne connaissait pas en France, ou on ne l'utilisait pas en tout cas, et qu'on a découvert ici et qui est quand même bien pratique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement pour payer en ligne, mais c'est aussi si tu veux t'échanger de l'argent ou payer un commerçant qui n'a pas la carte, ou simplement rembourser. L'autre jour, j'ai remboursé un collègue parce qu'il avait payé la note du restaurant. Et ben, il met simplement le montant, tu flashes le code et en 2 secondes, l'argent est sur son compte. C'est vrai qu'on a des solutions en France par SMS ou des virements, mais là, tu n'as vraiment rien besoin de rentrer. C'est très simple et ça marche avec toutes les banques. Toutes les banques, dans leur application, ont une petite portion Bancontact pour payer ou recevoir de l'argent. Et franchement, moi je dis bravo. La Belgique est un petit pays, mais sur Plein un de certain bonnes nombre de idées. points, il y a vraiment des bonnes idées et ça ne serait pas une mauvaise chose de l'implémenter en France. Tu voulais parler des limites ? Oui, non, il faut juste savoir que, je ne sais pas si on a déjà raconté cette anecdote, mais quand nous sommes arrivés en Belgique, ou c'était même pas avant, c'était même genre quelque chose comme 1 an avant, on est venu pour un week-end à Bruxelles, avant qu'on sache qu'on allait habiter à Bruxelles. Et puis on rentre dans, Elle est excellente celle-là. ouais, on rentre dans un mini supermarché dans une ville de Flandre, dans la périphérie de Bruxelles, petite ville. Quelle idée aussi, hein, d'aller en Flandre. Voilà, quelle idée. Mais c'est une très jolie région, et avec des gens plutôt sympathiques, globalement, enfin ceux qu'on connaît en tout cas. Et donc on débarque, et puis je me dis, on sort pour payer, et puis je dis, je sors ma visa. Paf. Ah non, monsieur, on ne prend pas la visa. Ah oui, le tout en néerlandais. Donc je dis, mais c'est pas grave, j'ai aussi une Mastercard. Ah non, monsieur, on prend pas non plus la Mastercard, on prend que Bancontact. Et alors, quand on connaît pas le système et qu'on débarque de France, on est un peu embêté à ce moment-là. Et qu'en plus, on n'a pas de cash sur soi, on a quand même réussi à atteindre, je sais pas combien c'était, mais la somme en cash en piochant dans le tréfonds de nos deux portefeuilles, il me semble. Max, c'était une autre version de l'histoire à raconter. Ouais, alors je crois que dans mon autre version de l'histoire, c'est l'option 2, cette boucherie-traiteur qui était située dans un supermarché, en fait, on a réussi à payer via la caisse du supermarché avec nos cartes, plutôt que de payer en cash, il me semble. Hein. Mais de fait, en France, on a la chance d'avoir CB et Visa ou Mastercard qui sont sur la même carte. Et ici, en Belgique, c'est 2 cartes distinctes. Ça me rappelle pour moi le système des EC-cartes en Allemagne, qui est exactement la même chose. La carte de crédit est vraiment une carte de crédit qui peut s'utiliser qu'à dans un certain nombre d'endroits. Et les cartes de débit sont des cartes pour
pour la Belgique, enfin donc en Allemagne et en Allemagne. Et donc qui sont des retraits, des cartes à débit immédiat. Voilà, donc voilà, il faut juste le savoir. Donc ça veut dire qu'on se trimballe avec beaucoup de cartes, entre les cartes banque contact et les cartes de crédit. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un certain nombre d'endroits, dans le passé, les cartes de crédit n'étaient vraiment très peu acceptées en Belgique. Moi, je me souviens que quand j'étais stagiaire en 2007 à Bruxelles, j'avais donc une carte de crédit et en réalité, je pouvais payer quasiment que dans les supermarchés. Donc, je tirais beaucoup de cash. Voilà, en 12 ans, il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et maintenant, on peut quand même globalement payer en carte de crédit un peu partout. Ce qui est étonnant, c'est que quand on a la banque contact et qu'on l'utilise un peu partout en Belgique, parce qu'elle est vraiment acceptée de manière, c'est le truc de paiement de référence, tu vas ensuite au resto et là on te dit non, on prend pas banque contact, on veut une carte Visa ou Mastercard. Voilà, c'est comme ça, mais c'est quand même assez drôle. Les petites aventures. Voilà. Alors dans la rubrique suivante, bien sûr, on arrive à la rubrique IMO. On continue notre roulé-boulet. En fait, c'est une longue course à la patience. C'est beau ce que je viens de dire. Alors déjà, pour fixer la date de la signature, en fait, elle est toujours pas signée, donc ça fait peut-être 3 épisodes qu'on vous en parle. Elle est toujours pas décidée. Oui, elle est toujours pas décidée. Ça fait 3 épisodes que nous, on a donné nos disponibilités et que les vendeurs ont eux aussi donné leur disponibilité à leur notaire. C'est fou en plus. Les disponibilités, c'est les mêmes. Et qu'on attend toujours que les notaires se mettent d'accord. On ne s'ennuie jamais. Voilà. Après, côté entrepreneur... on va y arriver, mais voilà, c'est pas. Mais on a pris notre temps, on s'est pas décidé sur un coup de tête et j'espère que l'avenir nous dira qu'on a eu raison. Voilà, donc on va se retrouver à aller faire du shopping de vasques, meubles, plaques à induction et tout ça. Ah, tu sais, le grand moment où tu commences à aller acheter des meubles ensemble, mon amour. Oui, alors ça fait déjà quelques années quand même qu'on a acheté des meubles ensemble. Ah, je me souviens de ce premier aller-retour avec Ikea Thiers à l'époque. Les Parisiens ouais. se rappelleront de ça. Ouais. Bref, bon, toujours ça pour dire que c'était pas en autolib, dans l'ensemble, ça avance. Ça avance pas forcément aussi vite qu'on voudrait, mais ça avance. Bon, on s'est mis d'accord sur les couleurs, à part les paliers de porte. Et voilà, globalement, maintenant, ce qu'on espère, c'est que l'entrepreneur respectera à peu près les délais, parce que dans tous les cas, nous, on a donné notre dédite de notre appart. Et donc... De toute façon, ce sera comme ça, on fera du camping, c'est pas grave, on a une mezzanine juste bien pour faire du camping. Alors, on vous l'avait un peu annoncé dans la rubrique info, mais naturellement, le développement de ces 2 dernières semaines, c'était les élections britanniques qui ont eu lieu jeudi de la semaine passée, donc jeudi 12 décembre, qui ont vu Boris Johnson remporter une très grande majorité au Parlement britannique. Donc effectivement, c'est des élections assez, en termes de score, vraiment inédites, puisque les conservateurs ont obtenu 366 sièges sur 650, et le Labour, c'est vraiment, donc les travaillistes se sont vraiment fait ramasser. Et donc ça ouvre aujourd'hui la voie donc à une majorité très forte de Boris Johnson, et donc finalement à avancer vers le Brexit sur la base de l'accord qui avait été conclu début décembre. Les journaux anglais ont été assez avec des titres très évocateurs comme ils savent le faire. Victoire écrasante pour le Times, un scrutin historique, le plus gros succès des Tories depuis Margaret Thatcher pour Daily Telegraph. Donc ce Boris Johnson, à qui on avait quand même promis une durée de pouvoir très limitée, quelqu'un de pas fiable du tout, finalement va être celui qui va emporter le Royaume-Uni dans les 5 prochaines années vers la sortie du Royaume-Uni et tout ça. Alors c'est quand même intéressant de noter que tout n'est pas rose entre guillemets pour
pour l'Union, pour le Royaume-Uni. C'est en tout cas un moment d'un soulagement pour l'Union européenne, dans un sens, puisque ça va permettre à l'Union européenne d'avancer maintenant sans malheureusement le Royaume-Uni. Mais effectivement, par contre, pour le United Kingdom, ça va être compliqué, puisque le SNP a fait 48 sièges, sauf erreur de ma part. a remporté 48 sièges, je crois, sur les 55 de l'Écosse. Le SNP, c'est le Scottish National Party, qui est un parti indépendantiste écossais, avec à sa tête Madame Nicola Sturgeon, qui se bat pour avoir maintenant, suite à cette victoire, en tout cas à son échelle, de la victoire de son parti, pour avoir un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Je rappelle que le dernier s'était joué à pas grand-chose, mais avait quand même, les Écossais avaient voté en faveur du rester dans le Royaume-Uni. Mais ça, c'était dans un contexte tout à fait différent, qui était celui où le Royaume-Uni restait dans l'Union européenne. Voilà. Et par ailleurs, en Irlande du Nord, pour la première fois, les indépendantistes, donc les unionistes avec l'Irlande du Sud, ont la majorité par rapport aux unionistes du Nord, ceux qui veulent rester dans le Royaume-Uni. Donc, voilà, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Par contre, il n'est pas exclu qu'à moyen terme, d'une part, l'Irlande du Nord se réunifie avec l'Irlande, ce qui était d'ailleurs prévu quand même comme on va dire objectif des accords du Vendredi Saint. Et par ailleurs que l'Écosse prenne son indépendance et rejoigne l'Union européenne. Donc cette décision de sortie de l'Union européenne a quand même, très probablement, aura un impact majeur sur le Royaume-Uni tel qu'on le connaît aujourd'hui. Absolument. Rubrique sortie culture, geek. Enfin, moi, je fais un peu la rubrique dans laquelle je mets ce dont j'ai envie de parler à un moment donné. Non, ok. Rubrique sortie culture, je vais vous parler d'une rubrique en demi-teinte aujourd'hui. Je vais vous parler de la nomination d'Émilie Delorme, 44 ans, à la tête du Conservatoire national de musique et de danse de Paris. Donc, deux volets. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? D'une part, parce que c'est la première femme à être élue à la tête du Conservatoire. En deuxième lieu, c'est aussi une femme qui est engagée dans un certain nombre de combats, notamment un combat pour la diversité sur scène et dans la fosse, comme on dit dans la musique. C'est-à-dire pour que les artistes qui participent, les chanteurs d'opéra, ceux qui sont dans les orchestres, représentent la société diverse, multiculturelle et multicolore telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est l'un de ces combats. Le deuxième de ces combats, c'est un combat plutôt orienté vers le féminisme. Alors je ne vais pas revenir sur le point négatif qui est que sa nomination a suscité dans certains cercles tout de même assez fermés, je dirais ceux des twittos pas très, probablement un peu limités dans leur intelligence, et puis celui de certains journaux, certains journalistes. Tout est parti d'un article du Point qui disait que cette nomination était une mauvaise nouvelle, puisque pour la première, en gros, je résume, je schématise, mais pour faire court, pour la première fois, était nommée à la tête du Conservatoire national de Paris une personne qui n'était pas musicienne, ce qui est faux, puisque Émilie Delorme a été formée dans un conservatoire national de région. Alors c'est peut-être pas jusqu'au CNSM, mais c'est tout de même un parcours de musicien. Et que d'autre part, elle allait apporter des idées autres que des idées uniquement pédagogiques au conservatoire. Alors sur ce deuxième point, je dirais que dans la société dans laquelle on vit, si on ne s'ouvre pas sur ce qui se passe à l'extérieur, si on tourne en petits cercles, on va se retrouver déjà dans la situation problématique dans laquelle se retrouve la musique classique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une salle de concert ou une salle d'opéra, mais c'est pas beaucoup. Vous voyez quand même beaucoup de cheveux très clairs, voire très très clairs, voire très blancs. Et les générations, le renouvellement des publics n'est encore pas assuré. Et ça a beau être de l'art, si on veut pouvoir que cet art ait une légitimité et que cet art se poursuive dans le futur, il faudra que les générations se renouvellent. Il faudra donc qu'on sorte du cadre pur de la pédagogie, mais qu'on essaye aussi de donner aux musiciens un certain nombre de clés pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent, ou pour, en tout cas, attirer davantage un public peut-être plus jeune ou plus... autour d'eux. Il y a plein de musiciens aujourd'hui qui ont pris ça en main, qui ont des profils Instagram, des profils Twitter. J'en citerai un qui fait un peu le buzz
depuis quelques mois, c'est le contre-ténor polonais Jakub Józef Orlinski. Voilà, vous irez voir son profil Instagram, c'est un peu un touche-à-tout. Il est contre-ténor, mais il fait aussi du breakdance. Voilà, vous irez voir à quoi ça ressemble. Il y a plein de choses à faire, mais on ne peut plus dire aujourd'hui qu'une institution comme le Conservatoire national de musique de Paris ne doit rester ouvert que sur les questions pédagogiques. Il est important aussi qu'il soit ouvert sur d'autres questions, et la société d'aujourd'hui doit y être représentée. Alors, dans la rubrique Tech cette semaine, je voudrais vous parler de 2 choses. La première, ça concerne l'intelligence artificielle. Alors, on n'en a pas forcément beaucoup parlé déjà, mais c'est quand même une vraie évolution qui va être de plus en plus une réalité dans nos vies respectives, qui est déjà une réalité, hein, vous le mesurez peut-être pas forcément. Mais l'intelligence artificielle, ça fait un peu peur. Et du coup, je voulais mentionner l'initiative de la Finlande. La Finlande, vous savez, elle avait la présidence de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc aujourd'hui, jour de la diffusion du podcast, elle a toujours la présidence tournante de l'Union européenne. Et elle a annoncé en mi-décembre que son intention était de former gratuitement 1% des citoyens européens aux bases de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un objectif qui peut paraître ambitieux, mais c'est un objectif qui a déjà été atteint en Finlande, un pays de 5,5 millions d'habitants. Et ils font ça comment ? Grâce à un cours en ligne qui s'appelle Elements of AI, qui a été lancé en mai 2018 par l'université d'Helsinki. Leur objectif pour former tous ces gens, ils avaient en gros encouragé un peu tout le monde à s'inscrire, et plus de 250 entreprises finlandaises avaient pris l'engagement de former leurs salariés. Donc il y a 220 000 personnes qui se sont déjà inscrites, principalement finlandaises. Et dans le cadre de leur présidence, ils ont décidé qu'ils allaient traduire Elements of AI dans toutes les langues de l'Union européenne entre 2020 et 2021. Leur objectif, c'est donc une trentaine de cours qui permettent à chacun d'avoir une base de connaissances pour savoir tirer profit de l'intelligence artificielle plutôt que d'en avoir peur. Donc, ces 6 chapitres qui expliquent l'intelligence artificielle, la résolution des problèmes par les algorithmes, les outils d'apprentissage automatique, mais aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur la société ou sur le travail. Voilà, il semblerait que ces cours soient courts, très illustrés, et qui soient accessibles aux non-spécialistes, même si, bien sûr, il y a certains points techniques qui sont abordés. Vous pouvez suivre ces cours sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, et ça vous donne même droit à un certificat d'achèvement validé par l'université. Voilà, donc je trouve que c'est une initiative vraiment super, et je vous encourage à vous inscrire. Aujourd'hui, donc, le cours est disponible en finnois, peut-être pas pour vous, mais aussi en anglais. Et puis, dès le printemps 2020, les premières traductions dans d'autres langues de l'Union européenne. Le deuxième sujet que je voulais aborder dans cette rubrique, c'est un truc du quotidien. Régulièrement, j'en ai marre parce que mon téléphone ne capte pas quand je suis à l'intérieur de l'appartement. Et ça me saoule. Et l'autre jour... Vous n'avez pas idée. Ouais. Et l'autre jour, j'étais en train de lire un article, et en fait, je me suis dit, je comprends bien, je comprends mieux pourquoi. En réalité, il se trouve que les maisons et les appartements sont de plus en plus isolés, et qu'en fait, ce matériel d'isolation, finalement, c'est ça qui fait qu'on a de moins en moins de facilité à capter. Alors, il se trouve aussi que, bien sûr, si les bornes sont plus ou moins éloignées, ça a un impact, mais en réalité, on voit vraiment que la réception diminue au fur et à mesure qu'on isole les maisons. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas isoler ces maisons, hein. Je vous rassure. Préciser quand même. L'isolation, c'est vraiment une très bonne chose, à la fois pour votre portefeuille et puis pour la planète. Mais voilà, il faut juste en avoir conscience que si vous captez mal, c'est peut-être aussi parce que l'isolation de votre maison est plus grande. Et c'est là où rentrent ce qu'on appelle les Fem2Cell en France. En gros, c'est une petite carte que vous rajoutez dans votre boîte internet, dans votre modem Wi-Fi, qui permet en fait de relayer le réseau 4G pour que vous ayez du réseau chez vous. Voilà, donc si demain vous vous rendez compte que vous n'avez pas de réseau, vous vous direz peut-être que c'est à cause de l'isolation.
ce qui en soi est une très bonne nouvelle. Merci Voilà. Max. On voulait, avec Guillaume, vous souhaiter en cette fin d'année, pour notre dernier épisode de l'année 2019, une excellente fin d'année, d'excellentes Très fêtes de bonne Noël, fête. d'excellentes fêtes tout court. Profitez bien. On se retrouve pour notre prochain épisode le lundi 6 janvier. Et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On est ravis de voir le nombre d'auditeurs augmenter sur les différentes plateformes où vous pouvez retrouver ce podcast. N'hésitez pas à faire de la pub si le podcast vous a plu, comme d'habitude, et n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire si vous souhaitez qu'un sujet en particulier soit traité, ou si vous trouvez qu'on a mal traité un sujet et qu'il serait bien qu'on fasse un mea culpa dans l'épisode suivant, ou tout simplement si vous avez apprécié et que vous n'avez rien de plus à dire, mais juste que le podcast vous a plu, ça nous fait toujours très plaisir de recevoir vos messages. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Sur Podbean, sur Twitter, sur Spotify c'est déjà pas mal, non? et sur iTunes, bien Ah sûr. N'oubliez pas, sur iTunes, vous pouvez mettre une petite étoile pour qu'on soit encore plus visible sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à très vite, donc le 6 janvier pour De nouvelles tranches vitaminées.